Bonjour, je suis médecin retraité. J'ai exercé la médecine générale dans une approche globale, en utilisant la médecine allopathique, mais aussi les plantes et les huiles essentielles. Puis j'ai passé les 10 dernières années à pratiquer exclusivement la psychothérapie, puisque j'avais acquis une formation avec différentes approches jungiennes, cognitives, psycho-émotionnelles. J'ai dû aussi m'intéresser à la maladie de Lyme suite à l'apparition de problèmes de santé consécutifs à une piqûre de tique. J'ai donc repris également une activité médicale uniquement pour soigner les patients atteints de maladie de Lyme. Et par ailleurs, j'ai participé entre 2017 et 2018 aux travaux de la Haute Autorité de Santé sur la maladie de Lyme. Alors, nous allons aborder les différentes problématiques liées à la maladie, les différentes formes de la maladie. On va essayer de comprendre les tests biologiques et je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Il y a une augmentation de l'incidence de la maladie avec une augmentation de la population de tiques qui sont des véritables seringues vivantes avec la présence de très nombreux agents infectieux. D'une manière générale, les maladies vectorielles à tiques sont des maladies mal connues. Le diagnostic est problématique. On n'a pas de test de diagnostic direct pour mettre en évidence la bactérie, on ne peut pas la cultiver. Et sur un prélèvement sanguin, les PCR sont très peu sensibles. Il y a un manque de fiabilité des tests biologiques indirects, à savoir la sérologie, et on manque d'outils diagnostiques sur les autres agents pathogènes, les autres maladies vectorielles à tiques. Il y a de nombreuses souches de Borrelia. La Borrelia, donc, c'est la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Il y en a plus d'une vingtaine. Et nous verrons que nos sérologies ne recherchent pas l'ensemble des souches de Borrelia. Et puis, il y a d'autres agents infectieux potentiels, comme le virus de la méningoencéphalite, des bactéries, des rickettsiosis, tularemie, anaplasmose, ehrlichiose, bartonelle, et des parasites, la babéliose. Une étude sur des tiques prélevées en Alsace a montré la présence de différents agents pathogènes. Par ailleurs, il y a une incertitude scientifique à propos de la maladie de Lyme, avec deux visions différentes de la maladie. Pour la Société de pathologie infectieuse en langue française, les tests biologiques sont fiables. Un diagnostic de maladie de Lyme nécessite une confirmation par un test biologique positif. Même traitée tardivement, la maladie de Lyme guérit très vite sans rechute. La maladie de Lyme persistante à sérologie négative n'existe pas. Il faut alors s'orienter vers une pathologie psychosomatique ou un trouble somatoforme. Et les agents pathogènes autres que Borrelia sont rares. Pour la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, les tests biologiques manquent de fiabilité. Il y a d'autres agents pathogènes potentiellement transmis par les piqûres de tiques. Les formes persistantes existent très probablement chez l'homme, car elles sont prouvées chez le macaque avec la présence de Borrelia, malgré plusieurs semaines d'antibiothérapie, chez la souris et chez le chien. Par ailleurs, il y a un manque de recherche. Il y a la nécessité d'une consultation longue, or la démographie médicale est en baisse. La recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé de juin 2018 est souvent non prise en compte, ainsi que la décision médicale partagée. Donc, cette décision médicale partagée nous dit la chose suivante: en l'absence de recommandations solides validées par la recherche et les données de la science, et tant que persiste une incertitude scientifique, ce qui est donc le cas de la maladie de Lyme, un dialogue est nécessaire entre médecins de ville et d'hôpital et le patient pour prendre en compte l'expérience de certains médecins, pour prendre en compte la volonté du patient, afin d'évaluer les différentes stratégies et options possibles de traitement. Donc, en conséquence de tout ceci, les malades sont sous-diagnostiqués.
C'est une maladie invalidante avec de très nombreux malades qui ne sont pas pris en considération, qui se retrouvent en errance ou qui sont envoyés à un psychiatre. Et cela induit d'importantes répercussions familiales, sociales et professionnelles. La forme localisée précoce de la borréliose de Lyme, c'est l'érythème migrant, une macule érythémateuse de forme ronde à ovalaire, plusieurs centimètres de diamètre, à croissance annulaire et centrifuge, atteignant le plus souvent au moins 5 centimètres, sans démangeaison. Voilà ici une photo. L'érythème migrant peut apparaître au site de la piqûre après une durée d'incubation de 3 à 30 jours. Par contre, une réaction locale précoce qui démange n'est pas un érythème migrant, mais la conséquence d'une réaction à la salive de tique. En général, ça fait 2 ou 3 millimètres. Le diagnostic d'érythème migrant est clinique. Il est facilité par la notion de piqûre de tique récente, quelques jours à quelques semaines, mais dont l'absence, très fréquente, ne doit pas conduire à réfuter le diagnostic. En cas d'érythème migrant, on ne fait pas de sérologie, la plupart du temps elle reviendra négative, et l'antibiothérapie est indispensable et doit être débutée rapidement. Le traitement, classiquement, c'est plutôt de la doxycycline avec le risque de photosensibilisation ou bien de l'amoxicilline avec le risque d'allergie. La piqûre de tique est établie dans moins de la majorité des cas. L'érythème migrant est souvent absent, méconnu ou non diagnostiqué en tant que tel. Et l'érythème migrant peut être associé à des signes généraux, comme de la fièvre, des douleurs, de la fatigue, ou à d'autres signes cliniques, rhumatologiques, neurologiques, dermatologiques. Les formes disséminées précoces. Donc on a l'érythème migrant à localisation multiple, parfois très à distance du site de la piqûre de tique, toujours dans les jours à semaines après la piqûre de tique. Donc cette fois-ci, le traitement n'est pas de 14 jours, mais de 21 jours, avec les mêmes molécules. Le lymphocytome borrélien, qui est rare, plus fréquent chez les enfants, localisé préférentiellement au niveau du lobe de l'oreille ou de l'aréole mammaire. Dans les autres atteintes précoces, on a la paralysie faciale, périphérique, une méningite, parfois révélée par de simples maux de tête, une atteinte des grosses articulations, le plus fréquemment c'est au niveau des genoux, avec un genou chaud, gonflé, inflammatoire. On peut avoir un bloc auriculo-ventriculaire, dont le diagnostic se fait à l'électrocardiogramme. Il y a des atteintes tardives, avec des symptômes qui peuvent être très variés, qui peuvent faire penser à d'autres maladies. Et ainsi, un malade peut être amené à consulter un neurologue, un infectiologue, un ophtalmologue, un cardiologue, un rhumatologue, un ORL, un dermatologue, dans la mesure où on peut observer des manifestations neurologiques, rhumatologiques, ophtalmologiques, cardiaques, dermatologiques, comme l'acrodermatite chronique atrophiante ou encore psychiatrique. L'acrodermatite chronique atrophiante est une manifestation rare de la phase tardive de la maladie de Lyme. Les tests biologiques indirects sont en général toujours positifs, la sérologie. La persistance de la borrelia peut être mise en évidence par une PCR sur une biopsie cutanée. Le syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique. Certaines personnes ayant été potentiellement exposées au tic présentent des signes cliniques polymorphes, persistants, généralement diffus, non expliqués, pouvant être invalidants. Il peut s'agir de patients ayant été antérieurement traités pour une borréliose de Lyme ou de patients n'ayant jamais reçu de traitement pour une borréliose de Lyme. Donc cela associe la notion d'une piqûre de tique possible avec ou sans antécédent d'érythème migrant et des symptômes évoluant sur plusieurs semaines avec des périodes d'apparente rémission. Il y a des douleurs avec des maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires, des douleurs d'allure neuropathique avec de type éclair ou brûlure,
des douleurs par accès fluctuantes et migrantes, une fatigue avec réduction des capacités physiques, des plaintes cognitives, comme des troubles de concentration et de l'attention, des troubles de la mémoire, une lenteur ou des difficultés pour réfléchir, des problèmes d'orientation. Donc, il faut commencer par éliminer tout autre diagnostic, une autre infection, des troubles du sommeil, d'autres pathologies, et faire donc pour cela un certain nombre de bilans, dans un premier temps en ville, et éventuellement dans un second temps en centre de compétences pour maladies bactérielles à tic. Et nous allons voir à présent la sérologie pour la maladie de Lyme. Donc celle-ci s'effectue en 2 temps, le test ELISA, ensuite le Western blot. Le test ELISA n'est pas spécifique, puis il peut être positif pour d'autres bactéries ou virus, et par ailleurs, il ne répond pas à la cinétique classique, d'abord une montée des IgM et ensuite des IgG, comme on le voit dans la plupart des infections. Si l'ELISA est glutéo-positif, donc on fait un test de confirmation, le Western blot. Si l'ELISA est négatif, en principe, on ne fait rien, mais on peut toujours faire un Western blot qui, dans ce cas-là, ne sera pas remboursé. Le Western blot est considéré positif quand le score est supérieur ou égal à 7. Les tests n'ont été développés que pour des espèces spécifiques de Borrelia. Les sensibilités pour d'autres espèces de Borrelia n'ont pas pu être calculées, et on avait vu au début, on avait plus d'une vingtaine de souches de Borrelia. Par ailleurs, la sensibilité des tests augmente à mesure que la dissémination de l'agent pathogène touche différents organes, comme par exemple pour l'acrodermatite chronique atrophiante. Alors, on va voir la présentation des résultats d'un Western blot. Il n'y a pas de standardisation des Western blots, il y a différentes trousses, ce qui fait que si on fait un Western blot dans différents laboratoires en France, on peut éventuellement avoir des résultats différents. Le résultat d'un Western blot se présente sous la forme d'une chromatographie qui va faire apparaître des bandes reliées à la sécrétion d'anticorps contre différentes protéines de la Borrelia. Puis le laboratoire peut présenter le résultat de différentes façons. Alors voici une chromatographie. On explore ici une réaction sur les IgG. Le pic ici correspond aux IgG. On a ici différentes protéines de la Borrelia. Et ici, on voit l'apparition de bandes qui réagissent sur différentes protéines avec une intensité plus ou moins forte. On a ici le seuil. Donc on voit qu'il y en a certaines qui dépassent le seuil, d'autres qui sont inférieures entre le négatif et le seuil, et d'autres où il n'y a pas de réaction. Et donc, l'interprétation classiquement d'une chromatographie se fait selon la nature des bandes ou des protéines de la Borrelia, du nombre et de l'intensité de ces bandes. Alors, pour représenter ça de façon un peu plus schématique et un peu plus lisible, ici, on a les différentes protéines de la Borrelia, la cotation en IgM, la cotation en IgG, qui est parfois différente selon les protéines. Une réaction sur la P41 n'est pas du tout significative. La P41 est cotée uniquement à 1. Ici, il n'y a pas de réaction. Ici, c'est le seuil qui est considéré arbitrairement comme étant positif. Ici, on n'a aucune réaction sur chacune des protéines de la Borrelia. Le Western blot est négatif.
Ici, on a plusieurs bandes qui correspondent à des réactions sur différentes protéines de la Borrelia. Donc la P41, on n'en tient pas compte. On a 3 bandes qui réagissent sur 3 protéines spécifiques de la Borrelia et qui dépassent le seuil, ici, ici et ici. Donc elles sont chacune cotées à 5, 5 fois 3, 15, le Western blot est positif. Les bandes ici, les réactions sur ces protéines-là, étant inférieures à 1, ne sont pas prises en compte. Ça correspond donc à notre chromatographie initiale. Ici, là, on n'a pas de réaction. La P41, donc on n'en tient pas compte. On a une réaction sur 2 protéines spécifiques de la Borrelia, mais cela n'atteint pas le seuil. Donc officiellement, ce Western blot est considéré comme étant négatif, à 0, mais on peut quand même noter qu'il y a des traces d'anticorps sur des protéines spécifiques de la Borrelia. Ça correspond donc à ce Western blot, ici, donc 0,4, 0,3, 0,6. Western blot considéré comme négatif à 0, mais on peut quand même être intrigué par le fait que l'organisme a sécrété des anticorps en quantité modérée sur 2 protéines spécifiques de la Borrelia. Ce Western blot peut être présenté de différentes façons. Soit il est présenté en chiffres entiers, et on va avoir 0 partout. Soit il est présenté en nombre décimal, et on va avoir donc apparaître notre 0,4, notre 0,3, notre 0,6. Ou alors il sera indiqué trace sur P41, sur P39, et l'OSPC. Lorsque le test ELISA est négatif, on considère qu'il ne faut pas faire de Western blot. Il est cependant possible d'en faire un, mais dans ce cas-là, il ne sera pas remboursé. Et il m'est arrivé d'observer la présence de bandes sur un Western blot, autre que sur la P41, alors que le test ELISA était strictement négatif. Si le test ELISA est positif, on fait un Western blot. Étant donné qu'il y a différentes trousses de Western blot, si on fait un examen dans 3 laboratoires différents qui utilisent 3 trousses différentes, on est éventuellement amené à avoir 3 résultats légèrement différents. Ensuite, on peut faire un Western blot sur les IgG ou les IgM, selon que le test ELISA est positif uniquement en IgG ou en IgM, ou bien sûr, il est préférable que le Western blot soit fait à la fois en IgG et en IgM. Et ensuite, il peut être présenté en chiffres entiers, ou bien il peut être présenté en nombre décimal avec une virgule, ou on peut même présenter directement la chromatographie. Les formes compliquées tardives ont davantage de bandes et elles sont de plus forte intensité. Et donc tout ceci nous amène à se poser des questions. Est-ce que la Borrelia arrive à échapper au système immunitaire? Comment est-ce qu'elle peut faire pour échapper au système immunitaire? Et la Borrelia pourrait-elle générer une immunodépression? Alors, une autre étude qui nous dit que les résultats des tests sérologiques pour le diagnostic de la borréliose de Lyme doivent être interprétés avec prudence. Ils doivent être corrélés au tableau clinique et à la réponse au traitement. Encore une autre étude. Sur la base des résultats de notre méta-analyse, nous recommandons aux cliniciens de ne pas présumer que les résultats négatifs des examens de laboratoire excluent un diagnostic de maladie de Lyme. Et donc,
La question qui se pose est la suivante. Un Western blot ne devrait-il pas conforter un diagnostic clinique, c'est la position de la Fédération contre les maladies naturelles, plutôt que le confirmer, et ça c'est la position de la Société de pathologie infectieuse en langue française. Pour résumer, Western blot positif, mais aucun symptôme, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de traitement à faire. L'organisme a été en contact avec la Borrelia, il a sécrété des anticorps, mais soit il ne s'est rien passé, soit le système immunitaire contrôle parfaitement bien la bactérie, et donc pas de traitement à faire. Western blot positif avec des symptômes évocateurs, à ce moment-là, c'est une maladie de Lyme qui est confirmée et qu'il faut traiter. Et il sera inutile ultérieurement de contrôler un Western blot positif. Un Western blot négatif n'élimine pas une maladie de Lyme. Et un Western blot négatif, donc avec un contexte et des symptômes évocateurs, l'absence de tout autre diagnostic. Dans ce cadre-là, on peut faire un traitement d'épreuve pour un syndrome polymorphe persistant après piqûre de tique. Et à plus forte raison, à mon sens, s'il y a des traces d'anticorps spécifiques sur le Western blot. Dans ce cadre de figure, on pourra contrôler à distance un Western blot négatif. Concernant les autres agents pathogènes, on manque d'outils diagnostiques. Il y a la Babesia pour laquelle il existe une sérologie, et dans la mesure où la Babesia colonise les globules rouges, on peut imaginer que l'on pourrait développer des PCR pour faire plus facilement ce diagnostic-là. La Babesia est donc un parasite dont le traitement se fait par l'azithromycine, la tomacol, et il y a également une plante artémisia qui peut être utile en complément. Alors, je vais vous parler à présent donc du syndrome polymorphe persistant après piqûre de tique, mon expérience personnelle en tant que malade et mon expérience personnelle en tant que médecin. Donc j'ai eu une piqûre de tique sans érythème migrant. Au début tout allait bien et environ 6 mois après, j'ai vu donc l'apparition progressive des symptômes du syndrome polymorphe persistant après piqûre de tique. Fatigue chronique, douleur articulaire, fluctuante et migrante, avec des périodes de rémission, des douleurs neurogènes en éclair, des troubles cognitifs, avec des problèmes d'orientation, une lenteur d'idéation, une difficulté pour réfléchir, une inversion des syllabes. J'ai eu 2 ans d'errance avec une dégradation progressive de mon état de santé. Le bilan standard était négatif. On n'a rien retrouvé d'autre. La sérologie Lyme était négative en IgG, positive en IgM. Le résultat du Western blot était à 0 en IgG et en IgM. J'ai cependant demandé à voir la chromatographie et il y avait donc sur la chromatographie une réaction sur l'OSPC à 0,3 en IgG et une réaction sur la P18 à 0,5 en IgM. Donc, dans le cas d'un syndrome polymorphe persistant après piqûre de tique, des symptômes médicalement inexpliqués, des tests biologiques négatifs pour Lyme, avec cependant la présence d'anticorps de faible intensité sur 2 protéines spécifiques. Pour la Société de pathologie infectieuse en langue française, il faut s'orienter vers un trouble somatoforme et le traitement consiste en la physiothérapie, la rééducation, des antidouleurs, des antidépresseurs et une psychothérapie. Tandis que pour la Fédération française contre les maladies vectorielles lactiques, il peut s'agir d'une forme persistante de la maladie de Lyme qui nécessite un traitement anti-infectieux. La recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, juin 2018, nous dit que devant un tableau de syndrome polymorphe persistant par piqûre de tique et en l'absence de diagnostic différentiel, il faut faire un traitement d'épreuve. Le traitement d'épreuve consiste en 28 jours de doxycycline en première intention.
faut par ailleurs prendre en charge la douleur, évaluer l'état psychique. En cas d'échec ou de rechute à 28 jours, le patient doit être adressé dans un centre de compétences pour les maladies bactériales à tiques. Toute antibiothérapie prolongée au-delà de 28 jours doit être documentée sur la base d'une collaboration entre le médecin traitant et le centre de compétences et en prenant en compte la décision médicale partagée. Alors, il faut savoir que suite à un traitement antibiotique, surtout lorsque la maladie évolue depuis plusieurs années, on peut être confronté à ce que l'on appelle la réaction de Herx, une réaction inflammatoire qui concerne en particulier les traitements des spirochètes comme la syphilis ou la maladie de Lyme. Cette réaction de Herx se traduit par une augmentation des symptômes habituels, ou bien des sueurs, des frissons, des palpitations, des douleurs musculaires, articulaires, en recrudescence, des maux de tête, problèmes de concentration, fatigue, etc. Et en cas de réaction de Herx importante, il faut adapter le traitement ou diminuer sa durée. Donc, en fonction de cette problématique, il faut évaluer le bon moment pour commencer le traitement d'épreuve par antibiothérapie. Débuter trop tôt sur une forme tardive qui évolue depuis des années, on risque en effet des effets Herx qui, mal interprétés, pourraient conduire à tort à l'arrêt du traitement. Donc, en présence d'une forme évoluant depuis plusieurs années, surtout si les symptômes sont très importants, l'antibiothérapie doit être précédée d'une préparation du terrain afin de réduire le risque de réaction d'Herx. Une telle réaction rendrait complexe l'évaluation de l'efficacité du traitement d'épreuve. Il est important de combiner la médecine moderne avec la médecine traditionnelle. C'est la déclaration de Shanghai de 2016 de l'OMS et de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, préparer le terrain entraînera moins de réactions de Herx, facilitera l'utilisation ultérieure des antibiotiques, et même une moindre utilisation des antibiotiques, et permettra une meilleure évaluation du traitement. Étant donné que les symptômes sont subjectifs, qu'il y a peu d'examens complémentaires pour mettre en évidence ces anomalies, il est important de l'évaluer de façon hebdomadaire, l'état physique, la qualité de la vie, les troubles cognitifs, les douleurs et l'état psychique. Alors, les principes généraux de la préparation, ça commence par restaurer une bonne hygiène alimentaire avec une alimentation peu acidifiante en limitant le sucre, les mauvaises graisses, l'alcool, le café, bien mastiquer, puisque c'est la première étape pour une bonne digestion, corriger les troubles digestifs qui sont fréquents, faire un test sans gluten et sans produits à base de lait de vache pour voir s'il n'y aurait pas une allergie à l'un ou l'autre, remplacer le lait de vache par du lait de brebis ou de chèvre, apporter des bons acides gras avec de l'huile de colza, l'huile d'olive, des oméga 3, des graines de lin, graines de chia, faire un déparasitage éventuel, soit avec des produits naturels comme de l'ail ou avec des produits chimiques comme du zinthème ou du fluvermal. Là, il peut également avoir une action antifungique sur les champignons. Le curcuma et le gingembre peuvent aider pour lutter contre l'inflammation. Il y a tout un certain nombre de plantes qui ont une activité anti-infectieuse, comme l'andrographis, l'artémisia. L'artémisia, on l'avait vu pour la babesia, la scutellaria, la renouée du Japon, cryptolepsis, l'huile du chat, Sida acuta, des champignons comme le mâchis, le cordyceps. Il y a même des protocoles lunaires ou pollen, mais tout ceci a un coût important. Il y a des plantes pour protéger le foie, comme le chardon-marie. Il y a des plantes pour agir au niveau de la fatigue, comme l'echinacea, le deutérocoque, l'ashwagandha. Il y a d'autres plantes, comme la réglisse également, qui peuvent être intéressantes. Le ginkgo biloba pour les troubles cognitifs.
Et puis, il est important de vérifier si l'on est suffisamment bien dosé en vitamine D, faire un apport en vitamine C, en zinc, en magnésium. On peut utiliser également des huiles essentielles, hein, sauf en cas de grossesse, de problème rénal ou hépatique, les enfants de bas âge. Il faut adapter les doses selon le poids et surtout bien se laver les mains après utilisation pour éviter de mettre des huiles essentielles au niveau des yeux. On peut faire des applications cutanées au niveau des avant-bras, par exemple, ainsi qu'au niveau du dos, avec différentes préparations. On peut faire une préparation à base de thym sathyroïde de bois de haut, ou bien une autre à base d'Eucalyptus radiata, de titri, ou de Ravensa, de Palmarosa. Au niveau de la plante des pieds, on peut appliquer des huiles essentielles qui seraient dermocaustiques ailleurs, mais qui seront bien supportées au niveau de la plante des pieds. Donc, c'est le cas de la cannelle de Ceylan ou de la girofle. Il ne faut pas dépasser plus de 2 gouttes de cannelle ou de girofle avec une goutte d'huile végétale. Et par la bouche, on peut prendre de l'origan encapsulé, sauf s'il y a des problèmes d'estomac, ulcère d'estomac, de gastrite, avec un peu d'huile essentielle de citron pour faire une protection hépatique en même temps. Alors, la place du soutien psychologique, il y a des personnes qui ont donc un syndrome polymorphe persistant papillodotique et qui présentent des manifestations d'apparence psychologique, anxiété, dépression, mais qui peuvent disparaître avec le traitement anti-infectieux sans la moindre intervention par psychotrope ou par psychothérapie. Il s'agit, dans ce premier cas, des réactions, des manifestations psychologiques de la maladie de Lyme. En traitant la maladie de Lyme, les manifestations psychologiques disparaissent. Et puis, on peut avoir d'autres patients qui peuvent avoir une problématique psychologique ancienne, non résolue, avec par ailleurs un syndrome polymorphe persistant papillodotique, qui nécessite, dans ce cas, à la fois un traitement anti-infectieux et en même temps une psychothérapie, sachant qu'un état dépressif chronique entraîne une immunodépression, ce qui facilite une infection chronique. Il faut donc bien comprendre la maladie pour mieux gérer le stress, avoir de la patience parce que les traitements sont longs, prendre soin du sommeil. Il y a des plantes qui peuvent aider, comme le patois, la mélisse, la mélatonine aussi. Faire une réadaptation physique progressive, sans forcer. Les saunas, les hammams peuvent aider également. Et de manière plus générale, étant donné qu'on est face à une incertitude scientifique, qui a un manque de recherche, il va y avoir une très forte disparité des traitements selon les médecins que l'on va rencontrer. L'avantage d'une approche naturelle, c'est le renforcement du système immunitaire, la diminution des risques de rechute à l'arrêt des antibiotiques, la protection du microbiote et du foie. L'inconvénient, c'est le coût financier. L'avantage des antibiotiques, ça va être la rapidité. L'inconvénient, le risque de rechute, les effets secondaires sur le microbiote, le risque d'antibiorésistance, qui dépend du type de molécule utilisée, le risque de candidose et des réactions de Herx. Et il est vraiment intéressant de combiner les deux approches. Alors voici comment j'ai été soigné. J'ai reçu 3 mois d'antibiotiques sur une période de 6 mois, avec des macrolides ou des cyclines, utilisés de façon séquentielle sur 10 à 15 jours, avec 7 à 10 jours de repos. J'ai reçu également 2 cures de 5 jours d'un autre type d'antibiotiques, flagide ou phasigine, des antiparasitaires, Zintel, Funormal, et des huiles essentielles avec des antibiotiques, des huiles essentielles seules dans la période de repos sans antibiotiques. Donc au terme de cette période de 6 mois,
Mon état général s'est bien amélioré, mais il y avait encore un certain nombre de symptômes mineurs et j'ai continué un traitement uniquement avec des plantes et des huiles essentielles pendant 9 mois, jusqu'à retrouver donc au 15e mois mon état de santé antérieur. Et j'ai poursuivi 3 mois supplémentaires les plantes et les huiles essentielles pour consolider, ce qui fait qu'au total, j'ai eu donc 18 mois de traitement. Il y a donc 2 temps dans le traitement. Le premier objectif est le retour à l'état de santé antérieur. Et ensuite, il faut consolider entre 3 mois et 6 mois selon l'ancienneté des symptômes de la maladie. Sinon, il y a un risque de rechute. Et ça, on le voit très fréquemment lorsque les traitements sont arrêtés de façon trop précoce. Par ailleurs, il faut continuer à faire une prévention pour les piqûres de tiques, dans la mesure où il n'y a pas d'immunisation contre une nouvelle infection à Borrelia. Pour une bonne prise en charge, étant donné la situation d'incertitude scientifique et la complexité de la maladie, il faut s'informer et comprendre la maladie pour être acteur de sa propre santé. Il est souhaitable que l'entourage du patient ait aussi une bonne compréhension de la maladie. Il faut s'assurer que le médecin traitant a bien connaissance de la recommandation de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Les formes compliquées tardives ayant davantage de bandes et celles-ci étant de plus forte intensité, il est utile d'avoir une présentation des résultats d'un Western blot négatif avec des nombres décimaux et non des chiffres entiers. Il est important de combiner médecine traditionnelle et moderne, d'introduire les antibiotiques au bon moment, selon l'ancienneté et l'intensité des symptômes, pour qu'un traitement d'épreuve ne soit pas considéré à tort comme négatif, ce qui pourrait amener certains médecins à nier l'existence du syndrome polymorphe persistant après piqûre de tique. Il faut prévenir le risque de rechute en tenant compte de l'ancienneté des symptômes, donc ceux avec des plantes et ou des huiles essentielles pendant en général au moins 3 mois. Il est nécessaire d'avoir une bonne collaboration entre le malade, le médecin traitant et celui du centre de compétences dans le cadre du respect de la décision médicale partagée. Et enfin, fondamentalement, il faudrait que des fonds soient alloués à la recherche pour résoudre les incertitudes scientifiques afin que la maladie de Lyme ne soit plus une problématique de santé en souffrance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous trouverez d'autres documents sur le site du Relais de Lyme.